Alors, Et merci Francis pour ta présence et oui, pour c'est les un plaisir. partages que tu vas nous faire. Euh, J'aimerais, avant toute chose, que tu te présentes. Voilà, que tu OK. nous dises qui tu es et ce que tu fais. Bah, merci de me convier. C'est jusqu'à 13h, hein, c'est ça? Oui, c'est On ça, est oui, OK, oui. très bien, ça tombe bien. Mais écoutez, moi, je suis Francis Boyer. Je vais bientôt avoir 53 ans dans quelques semaines. J'ai travaillé 20 ans en entreprise. Alors, j'ai commencé par faire une erreur, c'est de m'orienter vers la comptabilité. Mais en fait, c'est pas moi qui l'ai faite, l'erreur, c'est tout le système qui me dit bah voilà, vous savez pas quoi faire, vous êtes un peu mauvais en tout, mais vous savez compter, donc comptable, c'est bien pour vous. Donc voilà, j'ai commencé par faire un métier finalement dans lequel je n'étais pas mauvais en termes de compétences, mais que j'aimais pas du tout. Et je ne savais pas vers quoi me réorienter après. Et j'ai eu la chance, puisqu'on était à la fin des années 80, de croiser un RH qui m'a permis de découvrir la fonction des ressources humaines. Donc, et j'ai travaillé 20 ans d'entreprise dans les ressources humaines. Dans un premier temps, 8 ans dans la finance. Donc, j'ai une culture assez business. Là, j'ai appris la notion de résultat et de performance. Et puis, il y a 27 ans, j'ai rejoint l'Opéra national de Paris pour mettre en place les ressources humaines. Donc là, j'ai dû apprendre à désapprendre tout ce que j'avais appris. Parce que dans la culture, l'argent, c'est sale. Donc, ce n'était pas un bon levier de changement. Et à 32 ans, j'ai quitté l'Opéra de Paris pour prendre la direction des ressources humaines de l'UNEDIC, qui était la maison mère de l'assurance chômage, avec là un objectif qui était d'être exemplaire en tant que holding, parce qu'il y avait à peu près 1000 personnes pour un groupe de 15 000 salariés. Et j'ai quitté le monde professionnel en 2008, au moment où Pôle emploi a été créé. Et je n'ai pas retrouvé de job tout de suite, parce qu'on était en pleine crise des subprimes, et donc j'ai décidé de créer mon cabinet de conseil en management. Donc ça va faire 12 ans à peu près, un petit peu plus maintenant, parce que les 2 premières années étaient un peu chaotiques. Et là, maintenant, je suis spécialisé dans l'innovation managériale. Donc, moi, mon métier consiste à travers des conférences, des formations, des bouquins, des articles, à essayer d'expliquer ce que sera le monde de demain et d'accompagner les entreprises dans cette mutation. Et à ce titre, la crise Covid-19 m'a bien aidé, même si sur le moment, on ne m'a pas du tout aidé, parce que comme beaucoup de consultants, conférenciers, j'étais bien à terre. Mais et comme je me suis appliqué ce que je disais, c'est-à-dire que ce qui est une crise est une opportunité. Donc, assez rapidement, au mois de mars 2020, eh ben, j'ai décidé de travailler sur l'après-Covid avec peut-être une réussite ou un échec. Enfin, j'avais mes présuppositions et je touche du bois. Pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà. Et on a eu des beaux sujets pendant cette crise, tels que bah, l'erreur, l'échec. J'ai appris les accords Toltec pour apprendre à lâcher prise. On travaillait sur tout ce qui était le VUCA, donc comment on fait pour évoluer dans un monde incertain. Maintenant, je travaille beaucoup sur la notion de co-responsabilité, donc comment aider les entreprises à passer d'une relation parent-enfant à adulte-adulte, pour sortir un peu du triangle dramatique, hein, où il y a plein de victimes, plein de persécuteurs et plein de sauveurs partout. Et je tourne pas mal avec ça en ce moment. Voilà, une présentation un peu longue, hein, je m'en excuse. Bon, écoute, c'est parfait, c'est très bien. Non, mais c'était pas long et c'était parfait. Au moins, on en sait un petit peu plus. Je voulais juste, avant de te donner la parole, rebondir sur ce que tu disais. Hier, j'ai assisté, enfin tout ce week-end, j'ai assisté à un séminaire de l'AZ Academy, l'Académie Zéro Limite, qui est dirigée par Martin Latulippe, qui est un Québécois. Et il y avait beaucoup d'intervenants. Et justement, un des intervenants, qui s'appelle Charles Côté, qui est aussi un Québécois, a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Il a dit, c'est dans la merde qu'on crée la perle. Et c'est voilà, Voilà, c'est à partir jolie parce que métaphore. les huîtres font des perles à partir des cochonneries qui viennent s'intégrer dans leur coquille. Et donc, il est parti dans cette phrase en disant, bah, en effet, c'est à partir de ces cochonneries que finalement on crée des perles. Et tout comme quand on est en difficulté, c'est là où on va faire un rebond et évoluer. Oui, oui, alors ça dépend comment vous prenez la situation, parce que moi j'ai des dirigeants que je croise qui, là en ce moment, ils ont souffert du Covid, maintenant ils souffrent de la montée des prix des matières premières, etc. Mais alors il y en a qui réagissent bien, d'autres qui réagissent pas bien, tout dépend comment on voit le verre, hein, ce qui est à moitié plein, ce qui est à moitié vide. Moi je trouve plus sympa de le voir à moitié plein, ça m'évite de me lamenter.
Donc, je n'ai pas de temps à perdre à me lamenter finalement. Ouais. Ah. Alors du coup, pour les questions, j'avais envie de te poser la question, quelles Ah, étaient les raisons de ton intérêt pour le sujet sur l'échec et le rebond? parce que en fait, on est dans une. J'ai toujours été un petit peu fan de Steve Jobs, ce qu'il avait fait, pas tellement au niveau humain, mais en termes d'audace, d'innovation, etc. Et lui, il disait toujours que en fait, la France avait une capacité qui était l'innovation, mais une difficulté, c'est qu'elle vivait très très mal l'échec. Il racontait que lui, ben, en fait, c'était une succession d'échecs. Alors, pourquoi j'ai attaqué ce sujet? Parce que je trouve qu'on bride un peu les gens et leur capacité. D'ailleurs, on est bridé depuis tout petit, hein. C'est-à-dire, on est quand même élevé dans une société française qui est très très centrée sur le conformisme social, la notation, tous ces trucs-là, et avec une pression sociale si tu n'as pas de bonnes notes. Donc, ça inhibe un peu tout le monde. Et puis, en entreprise, je me suis dit, bah, quand j'étais dans les ressources humaines, il y avait beaucoup de personnes il y avait des comportements qui ne me plaisaient pas. C'est-à-dire, je fais une erreur ou je vois une erreur. Et ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, etc. C'était pas très adulte pour moi. Et, euh, et je trouve que le fait d'autoriser les erreurs et les échecs à dissocier de la notion de faute permet d'impulser une dynamique qui me semble assez intéressante en entreprise. Moi, je pense qu'il faut faire preuve un peu d'humilité. J'ai dû lutter pendant des années avec cette notion de perfection. Il faut que tu sois parfait, il faut que tu saches. Moi, je passe mon temps à dire aux dirigeants, parce que mon public, c'est souvent les dirigeants, Mm. vous n'êtes pas des surhommes, hein. Des erreurs, vous en avez fait, vous en faites et vous en ferez. Il n'y a pas de mal à dire, oui, je ne suis pas parfait. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui… quand j'ai écrit mon premier livre, par exemple, j'ai fait en introduction, j'ai évoqué un peu mon parcours en disant que j'avais commencé par faire un métier que je détestais, parce que j'ai écrit un livre sur le plaisir au travail, et que je n'étais pas très bon à l'école. Et puis quand j'ai commencé à présenter un peu le manuscrit, on m'a dit, ah, tu ne peux pas dire ça, tu vas perdre en crédibilité, etc. Mais pour moi, il n'y a pas de problème à dire qu'on ne sait pas tout. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je pense que si dans nos entreprises, on arrêtait de punir l'erreur et l'échec, on aurait beaucoup plus de résilience, on aurait beaucoup plus d'audace, on aurait beaucoup plus de tout ça, ce dont on a besoin. Et il y a des entreprises qui l'ont processé, là, mais qui font des trucs absolument top. Et on voit bien que ça détend tout le monde, en fait. Mm. Oui, puis ça libère aussi les potentiels et les compétences de chacun, parce que quand on n'a plus cette pression-là, voilà, c'est la porte ouverte à l'évolution de Mm. tous et pour le bien de l'entreprise. Alors, tu parlais de l'échec et de la faute, et d'ailleurs, dans l'article que j'avais lu sur LinkedIn, donc je crois que tu l'as écrit il y a 2 ans, c'est ça? Wow. Je crois Ouais, qu'il à y a peu près. ouais, 3 4 ans, je ne sais plus. Bon, moi, je l'ai découvert récemment. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que des fois, je les repousse un peu de temps en temps. Ben, c'est très bien. De toute façon, c'est parfait. La répétition est bonne. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette différence entre erreur et faute? Alors, moi, quand j'ai attaqué ce sujet, je me suis dit qu'il faut différencier trois notions. La notion Mm. d'erreur qui est une non-conformité. Je commets une erreur quand le résultat de ce que j'ai produit n'est pas conforme à ce qui était prescrit. Donc là, on est sur la notion de conformité. La notion d'échec, c'est quand je ne parviens pas à atteindre un résultat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règle. J'ai pour ambition d'augmenter mon chiffre d'affaires de 20% et je n'y parviens pas, donc c'est un échec. Et la faute, c'est quand il y a une transgression manifeste de la règle. Donc pour moi, la faute est punissable, et ça, c'est pas OK. Et quand j'étais en poste, je punissais la faute, mais jamais les erreurs et les échecs. Mm. Voilà, Et ça, c'est important, ça. Euh, et euh, et c'est pas vraiment ce que. Mais ça, attention, ça n'engendre que moi, mais ça n'est pas du tout ce que l'on voit à l'école, en fait. À l'école, on met tout dans le même panier, finalement, ouais, ouais, souvent. ouais. Alors que, vous voyez, par exemple, des fautes, enfin des erreurs, on en fait plein. Quand on apprend un cours et qu'on se plante, c'est une erreur, puisqu'on n'a pas restitué correctement ce qu'on devait restituer. Parce qu'en France, c'est beaucoup basé sur la restitution. Euh, et les échecs, on en vit plein aussi. Il y avait une statistique qui dit qu'on tombe un être humain tombe environ 2000 fois
avant d'apprendre à marcher. Moi, je ne connais pas d'être humain qui rampe, donc ça veut dire qu'on a quand même l'habitude de composer avec l'échec. Mais je pense que ce qui fait défaut, c'est marrant, parce que quand je travaille sur ce sujet, on a d'un côté la psychologie sociale, avec la pression sociale qui vous dit « vous devez être parfait », et d'un autre côté la philosophie qui vous dit « c'est pas possible ». Donc, du coup, il y a une espèce… Voilà, et en fait, nous, on est là, ballottés entre les deux en disant « mon Dieu, mon Dieu ». Et beaucoup de personnes ont peur que l'autorisation de l'erreur et de l'échec génère du laxisme et de la fainéantise. J'ai souvent des gens comme ça qui disent « oh, mais je peux pas autoriser l'erreur, sinon ils vont faire n'importe quoi. Ça va se retourner contre moi. » Et donc là, on est dans la peur. Ce qui est fou, c'est que lorsque l'on est petit, on marche à quatre pattes, et puis quand l'enfant il commence à vouloir se lever pour marcher, pour faire comme les autres, bien souvent il tombe en échec parce qu'il tombe. Et pourtant, le fait de tomber ne l'empêche pas de vouloir recommencer et continuer. Donc, c'est vraiment à l'inverse de ce que l'on voit dans Ouais. la réalité, dans l'humanité, finalement. Ouais. Et souvent, il marche d'autant plus vite qu'il a un feedback positif de la part de son entourage. Donc, le feedback est super important parce que c'est ce qui donne la confiance. Souvent, l'enfant, il se voit au travers des autres. Donc, il y a une étude aux États-Unis qui disait qu'entre 0 et 17 ans, un être humain recevait à peu près 150 000 feedbacks négatifs contre 5 000 feedbacks positifs. Ça veut dire que dans le système judéo-chrétien, on est plus éduqué à recevoir du feedback négatif. Et en plus, on n'est pas récompensé quand on fait bien les choses. C'est que j'explique, c'est-à-dire qu'on a les péchés capitaux, mais on n'a pas « ouais, tu as bien fait les choses, tu as été vertueux, tu as été… » Non, ça c'est normal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment valoriser les enfants en disant « c'est bien ce que tu as fait », parce qu'on n'a pas assez. Et du coup, ça altère la confiance. Ouais. Et après, ça, en le faisant, ça permet après d'avoir des adultes un peu plus confiants, même face à l'échec. Je fais juste un aparté encore une fois. Quand j'étais manager commercial, j'avais été une fois un petit peu malmenée par ma direction parce que j'avais donné une augmentation à un collaborateur qui avait été au-delà des objectifs que je lui demandais d'accomplir, des résultats que je lui demandais d'avoir. Et on m'avait dit, mais tu te rends pas compte, si tu lui donnes plus là maintenant, qu'est-ce qui va se passer si un jour il fait moins? Ben, j'ai dit, s'il fait moins, ben, le jour où il fera moins, je lui donnerai pas. Ouais. Mais voilà, mais en effet, comme tu le viens de dire, dès qu'on donne des feedbacks positifs ou quand on récompense la réussite, ben, c'est mal vu. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à double tranchant. Mais effectivement, c'est pour ça qu'il faut vraiment accepter le risque d'erreur et le risque d'échec. Alors, c'est d'autant plus prégnant dans les entreprises qui ont des métiers dangereux, genre l'aviation, le nucléaire, l'armée. Tous ces métiers, on sait qu'il peut y avoir des morts. Ils ont une sensibilité à l'erreur beaucoup plus forte qu'une banque. Une banque, bon, voilà, ils se plantent, ils ont moins d'argent, mais il n'y a pas de mort. Donc, du coup, ils sont moins dans l'acceptation de ce principe-là. Quand je travaillais avec Air France, notamment après Rio de Janeiro, ils ont mis en place tout un système pour justement révéler les erreurs, soit que l'on commet, soit que l'on observe, et ne pas rentrer après la sanction. Il y a même une charte qui a été signée par le comité exécutif qui dit si vous commettez une erreur, c'est pas grave, mais si vous commettez une erreur et que vous ne le dites pas, là, c'est grave. Très intéressant. Alors, je voulais que tu nous parles des 4 principes de la valorisation des échecs. Rapidement, puisque là, j'ai relu l'article. Je vous avoue que ça fait un bail que je ne l'avais pas. Je vous dis, c'est moi qui ai écrit tout ça. Bon, je ne savais pas quoi faire. C'est bien, tu me dis, c'est parfait. Ouais, je dis, bah, ouais, c'est pas trop mal le truc quand même. Et puis ensuite, je laisserai la parole Oui. aussi. En fait, j'ai essayé de faire une agrégation, enfin, un résumé de ce qui me semblait le plus important pour bien composer avec l'erreur et l'échec, partant du principe que de toute façon, ça existe, donc on ne va pas le nier.
Et le premier point, bah, c'est accepter tout simplement que l'erreur fait partie de la vie et que ce n'est pas grave en soi, sauf si on n'en tire pas les enseignements. Donc, c'est déjà un travail qu'on doit faire sur soi. C'est beaucoup d'humilité. C'est pour ça que je crois que j'avais parlé un peu de posture en disant, mais quel est l'état d'esprit qu'on doit avoir pour accepter le risque d'erreur? Et on voit vraiment, voilà, on voit vraiment que c'est très, très important. L'humilité est une valeur importante pour moi. Je sais que je ne suis pas parfait, donc je suis perfectible. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est, puisque moi, je travaille pour les entreprises essentiellement, c'est comment j'ancre la valorisation positive de l'erreur au sein des entreprises. Donc, il y a deux niveaux. Moi, je travaille beaucoup sur essayer d'instaurer cette autorisation. C'est une autorisation, en fait, hein, au niveau des valeurs de l'entreprise, puisque c'est au niveau identitaire, c'est au niveau culturel. Donc, je travaille beaucoup avec des entreprises sur leurs valeurs et souvent, je retrouve cette notion de la valorisation positive des échecs et des réussites. Valoriser les deux. Et puis après, concrètement, comment je mets ça en place dans mon entreprise. Par exemple, il y a les deux, trois, parce qu'en fait, il faut des rituels. Si vous n'instaurez pas de rituels, ça ne marche pas. Moi, il y a un truc que je dis tout le temps, et je vais faire ça encore demain avec un cabinet d'avocats. Les valeurs, c'est bien, mais si vous en faites rien, c'est pas la peine d'en avoir. Donc, et donc, pour donner du concret à la valeur, mettons que je dis que chez nous, bien, en fait, l'échec et l'erreur, c'est positif parce que ça nous permet de grandir. C'est quel est le rituel que je mets en place pour que ce soit vraiment concret, que ce soit incarné au plus haut niveau. Donc là, je suis parti à la recherche d'entreprises qui avaient ça. Donc j'ai vu des choses assez très très sympas. Par exemple, je crois que c'est Inuit qui fait la fête de la défaite. Donc quand ils se plantent, mais sur des gros marchés, hein, ils le fêtent pour justement dédramatiser. Et puis le lendemain, ils font toute une journée de séminaire sur qu'avons-nous appris d'eux. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est vraiment l'idée, c'est de démystifier le truc. Mm. J'avais rencontré aussi Claude Meunier, qui est DRH de Sony Music France, où ils se sont fixés des objectifs d'échec et des primes d'échec. Et donc, au début, je n'ai pas tout bien compris. J'ai mis quelques temps à piger ce truc-là. Et en fait, ils disent, nous, c'est simple, on produit à peu près 450 albums par an. Sur ces 450 albums, on sait qu'il y en a 400 qui vont nous coter et qui ne nous rapporteront rien, voire qui vont nous endetter. On sait qu'il y en a à peu près 30 où on va être à l'équilibre entre ce que j'investis et ce que ça me rapporte. Et on en a 20, ce qu'on appelle des pépites, qui vont en fait gagner, qui vont permettre de financer tout le reste et qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Rihanna, machin de star. Sauf qu'on ne les connaît pas, ces bas-là. Un ratio de 20 sur 450, c'est quand même assez balèze. Et donc, pour éviter que les gens aient peur d'échouer, eh bien, on a une incitation financière et on leur demande de s'engager dans un objectif d'échec. Parce que pour nous, l'échec est corrélé à l'audace. Et ce qu'on veut, ce sont des gens audacieux. Et on les protège. Et là, on est sur la résilience. Donc, en fait, j'ai compris après, un an après, pour vous dire que je suis un peu loin à la détente, qu'ils avaient, sans le faire exprès, créé les conditions de la résilience. En fait, ils ont autorisé les personnes à prendre des risques et ils les ont protégées si jamais ils se plantent. Et donc, pour reconnaître ça, ils ont une prime d'échec, c'est-à-dire qu'ils attribuent une prime d'échec. Je crois qu'il y a 4 critères. Le premier, si l'échec est suffisamment significatif, donc qui a bien mis limite en danger la boîte. Le deuxième, c'est qu'il y ait eu un apprentissage individuel. Et le troisième, c'est qu'il y ait eu un partage au niveau du collectif. Et à ces conditions-là, ils attribuent une prime, qui est quand même assez balèze. Et puis le dernier qui est pas mal aussi, c'est Blablacar, j'aime bien. Parce que Blablacar, en fait, tous les mois, ils font une revue des réussites et des échecs. Voilà. Ils ont un rituel qui s'appelle Fail, Learn and Succeed. C'est-à-dire que dès qu'ils se plantent, on doit systématiquement, et là, on le communique au plus grand nombre, évoquer l'échec, préciser ce que l'on a appris de l'échec et clarifier la solution qui a été trouvée
Et quand je les ai interviewés, ils m'ont dit ça permet déjà, un, de démystifier ce truc-là, et deux, le but, c'est d'éviter que les autres vivent la même chose. Tout ça, c'est très intéressant parce que ça permet aux collaborateurs et aux entreprises d'être toujours en action et pas d'un coup se freiner parce qu'on a fait une erreur. Et voilà, donc ça permet de continuer à être dans l'action. Oui, c'est complètement. Et puis ça permet surtout parce qu'après, ça peut amener à la sérendipité, par exemple, hein. C'est-à-dire amener à trouver un truc que je ne cherchais pas. Je sais pas si ça vous parle, la sérendipité? Peut-être pas. Si, ouais, c'est OK. Donc voilà, c'est essayer de multiplier les expériences pour peut-être trouver un truc qu'on ne cherchait pas. Le Ça me Viagra. fait si je fais un parallèle, ça me fait penser aux articles scientifiques parce qu'en fait, quand on est ah, vous me voyez toujours? Oui, j'ai l'impression que Alors, je bouge plus. on vous entend, tu ne bouges plus. Eh ben voilà, si vous m'entendez tous, c'est bon, on va Ouais, continuer comme ça, c'est pas ouais. grave. J'aurais pu sourire sur la photo figée, mais tant pis. Ouais, pas de chance. Euh, Ouais. Du coup, dans les articles scientifiques, en effet, les scientifiques, ils émettent une hypothèse, ils mettent en place tout un protocole, ils testent, et puis ça marche ou ça marche pas. Réussite ou échec. Mais en tout cas, ça entraîne quoi? Des ouvertures vers d'autres manières de travailler, et c'est pas grave si on se plante. Voilà, ça donne des ouvertures. Et en fait, là, les exemples que tu viens de donner, pour moi, ça me fait penser à cela. Oui, c'est ça, c'est une autorisation. Parce qu'en fait, en entreprise, on est sur on est encore beaucoup sur un rapport parent-enfant. Et donc, Mm. l'enfant, il va regarder papa ou maman, et puis il va essayer d'avoir son approbation. Et quand on regarde le code du travail, il n'autorise pas trop les échecs, en fait. Parce que tout le système qu'on a mis en place, il faut savoir qu'on a 100 ans d'histoire avec la valorisation de la notion de perfection, de la notion de performance, de la notion d'excellence, d'efficience, etc. Et on n'aime pas les échecs dans cette culture-là. Ouais. Ouais, Et d'ailleurs, en France, et c'est paradoxal parce qu'en France, on admire les gens qui ont échoué et réussi. Parce que celui qui a échoué et pas réussi, on s'en fout. ouais. Et on a besoin de ça pour se rassurer un peu, pour dire, bah voilà, je m'autorise et c'est pas grave, il faut que je continue ma route. Donc, on aime beaucoup les icônes ou les personnes qui ont vécu des gros échecs, des grands échecs, euh, pour pouvoir se dire, bah non, c'est possible pour moi aussi. C'est une question de Mm. croyance, en fait, hein. Parce que le problème, c'est quand on vit un échec, en général, on se dit, bah, je suis nul. Donc là, c'est au niveau identitaire, en fait, que ça se passe. Je remets en cause qui je suis parce que j'ai échoué. Alors qu'il suffit juste, et moi, je montre beaucoup les niveaux logiques en PNL, il suffit juste de le mettre au bon endroit, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre je suis nul parce que j'ai échoué et je n'ai pas été compétent parce que Oui. j'ai échoué. Et l'idée, c'est de passer on appelle ça la confusion des niveaux, c'est-à-dire je confonds mes compétences, mes capacités avec mon identité. Et donc, du coup, comme l'identité est altérée, eh bien, je le prends au niveau émotionnel et j'ai plutôt tendance à me dire, j'ai pas envie de revivre la même chose, donc calmos. Alors que si je les prends au niveau des compétences, je me dis, bon, bah voilà, juste pas su faire. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai appris et qu'est-ce qui est bon pour moi pour que je progresse et que je sache faire à l'avenir. Mm. Hmm. Alors, la Euh, dernière question, et puis je laisse la parole. alors, j'ai juste terminé, pardon, Oui, sur. pardon, excuse-moi. Non, 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 mais pas du tout, parce que j'étais en point 2. Le point 3, je vais vous donner juste un exemple. Moi, quand j'interviens en entreprise et que je fais des séminaires, je les fais beaucoup travailler sur quelle est la pratique collaborative managériale que vous souhaitez mettre en place, un petit peu innovante, un petit peu décalée, etc. C'est là-dessus que je bosse. Et à chaque fois, ils me trouvent une pratique. Et après, une fois qu'ils ont trouvé leur pratique, ils sont super contents. Et moi, je leur dis, OK, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, je leur fais faire un pré-mortem. Je ne sais pas si vous connaissez les pré-mortems. Le Non, pré-mortem, c'est partir qu'est-ce du que pré. c'est? Bah, le pré-mortem, c'est. Je vais vous donner un exemple. On prend les forces spéciales de l'armée de terre, puisque dans le dernier ouvrage que j'ai écrit, j'ai écrit un livre avec pas mal de pratiques managériales un peu innovantes. C'était la commande. Les forces spéciales de l'armée de terre, quand elles interviennent, quand il y a une mission qui leur est demandée par l'état-major,
elles ont une première étape, une mission qui est officiellement validée par l'état-major. Et après, ils font un back brief, c'est une deuxième étape où là, ils se mettent tous ensemble et ils vont identifier toutes les raisons pour lesquelles la mission ne marchera pas. Par exemple, les conditions météo qui ne sont pas bonnes, le matériel qui est en panne, il y a des civils dans la zone de combat, machin, etc. Et du coup, quand ils ont fait ce travail-là, ils sont capables sur le terrain, si ça arrive, d'être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus agiles et beaucoup plus souples. Alors que les Américains, me disent-ils, eux, ils sont plutôt dans la meilleure des missions et ils ont tout processé. Et quand ils rencontrent une difficulté, souvent comme ils ne l'avaient pas anticipé, ils reviennent un petit peu en arrière. Et voilà. Et le pré-mortem consiste tout simplement à partir du présupposé que votre truc ne va pas marcher. Parce que quand on a trouvé une solution, quand on a un projet dont on est fier, on est victime d'un biais cognitif, ça s'appelle le biais attentionnel. Je vais tellement être concentré sur mon truc que du coup, je ne vais pas voir tous les risques probables qui pourraient mettre en péril en fait, ma solution. Et je vais donner un exemple concret, parce que moi j'ai vu comme ça, parce que beaucoup de gens me disent ouais, c'est un peu comme la maîtrise des risques. Je ne vois pas trop la différence. Parce que la maîtrise des risques, c'est qu'est-ce qui fera que ça ne marchera pas. Et je lui dis, mais ce n'est pas pareil. Parce que l'exemple que je donne, c'est voilà, vous allez un samedi à la rencontre d'un couple qui se marie. Donc, ils sont heureux, ils sont amoureux, le temps est magnifique, l'endroit est très, très joli. Et vous y allez en maîtrise des risques en disant, expliquez-moi les raisons pour lesquelles vous divorceriez. Non, ça ne marche pas bien, parce que notre cerveau, il n'accepte pas ça. Je suis dans un moment d'émotions fortes, positives, donc du coup, le fait de m'envoyer du négatif, ça ne va pas. Alors que si on est en pré-mortem, on va dire, voilà, on est dans 30 ans, vous venez divorcer, vous m'expliquez pourquoi. 30 ans, c'est une échelle suffisamment longue pour que j'accepte le divorce. Et donc là, on contourne le biais attentionnel. L'idée, c'est, mettons qu'on veut mettre en place une pratique qui va être similaire à Blablacar, le process Fail and Succeed, FLS. Et ben, quand on fait ça, l'idée, c'est de dire, voilà, on est dans 2 ans, parce que là, c'est raisonnable, on s'est complètement planté, ça n'a pas pris. Et vous m'expliquez pourquoi. Et donc là, le pré-mortem, c'est 2 questions. C'est pourquoi on s'est planté. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'aurions dû nous faire que nous n'avons pas fait. Et là, en fait, on va accéder, on va s'autoriser cette notion d'échec et on va la valoriser en définissant ce que moi j'ai appelé un plan d'appropriation. Et ça, c'est assez redoutable et les gens aiment bien. D'accord. Et puis le 4e point, pour terminer, c'est juste, c'est des retours d'expérience, des séances de catharsis, c'est voilà, qu'avons-nous vécu, qu'avons-nous appris, qu'est-ce que ça nous invite à changer, ça on connaît un petit peu plus. Mais si vous ne ritualisez pas tout ça, ça restera une bonne intention, mais vous ne changerez pas en fait ni les mentalités, ni les comportements. Et finalement, quand on est entrepreneur, parce que parfois on est tout seul, c'est important aussi d'établir ce rituel. Moi, quand j'écris, alors il y a un truc, par contre, ça n'a pas marché, c'est que j'avais fait un pré-mortem sur mon 2e bouquin, en disant qu'est-ce qui fait que je vais me faire défoncer par les critiques. Donc, c'est pour ça que j'avais mis du temps à l'écrire. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'au moment de la sortie, une semaine après, il y aura le confinement. Donc là, le pré-mortem n'a pas marché parce que je n'ai pas vécu. Et donc voilà, et sur le moment, je me dis, ça y est, je suis mort. Je sors un bouquin que je voulais être un bouquin sympa, même si avec l'éditeur, on s'est un petit peu fâché. Mais tout du moins, il sort à un moment donné où la presse est à plat. Donc, en fait, il n'a pas été connu du tout puisqu'il n'a pas pu être médiatisé. Donc, j'ai bien les nerfs sur le moment. Et je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave. Qu'à ce tienne, je vais en écrire un 3e où là, j'écrirai vraiment ce que je veux. Et en plus, le contenu du 3e me semblera plus riche, plus intéressant que ce que j'ai fait dans le 2e. Donc, voilà, je me suis dit, c'est pas très grave, en fait. Il faut quand même passer, à mon avis, il faut quand même passer l'étape de je suis en colère ou je suis nul, etc. Il faut juste l'accélérer. Oui. On ne peut pas s'empêcher, quand on est entrepreneur, quand on ne compte que sur nous, finalement, c'est ça.
parce qu'il n'y a personne d'autre pour nos idées. Moi, ce que je dis tout le temps aux gens, ils me disent, ouais, t'as trop de la chance, tu fais ce que tu veux, machin. Je dis, bah, tiens, prends ma place. Parce que moi, ma retraite, je me la fais toute seule. Pendant le Covid, j'ai bénéficié d'aucune aide, j'étais pas sur les listes. Donc, prends ma place, tu vas voir un peu la différence. Et si on ne s'autorise pas l'échec en tant qu'entrepreneur, ben on va aller, de mon point de vue, à la facilité. Moi, mon métier, et quand j'accompagne mes clients, moi, je leur dis toujours, on va travailler sur un sujet, mettons une stratégie d'entreprise, mais je veux que ce qui aboutisse euh, soit en fait quelque chose non seulement d'assez vertueux qui fait du bien dans le monde, mais en plus qui vous différencie des autres. C'est-à-dire que si vous m'appelez pour faire comme les autres, ça ne m'intéresse pas. Allez voir Capgemini, allez voir Ernst, allez voir tous ces trucs-là. Mais moi, ce n'est pas mon sujet. Moi, mon kiff, c'est pourquoi on irait vous voir vous et pas les autres. Et j'ai un deuxième kiff, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'océan bleu. C'est pourquoi je paierais 2 à 3 fois plus cher. Mhm. Parce que j'aime bien l'argent. Ça, c'est l'éternel sujet, ça. Et ça se dit, je sais que ça ne se dit pas, c'est pas très corporate. Mais c'est quand même bien sympa d'en avoir. Oui. Donc voilà. Bien, merci. Alors, la dernière question, et puis je laisserai les échanges. Il y avait, dans ton article, il y avait une phrase qui m'avait interpellée, la condamnation de l'erreur, particularité française, avec un point d'interrogation. Et, euh, j'avais vu que tu t'étais permis d'aller comparer avec d'autres pays. Mm. Voilà, et je voulais que tu nous en parles un petit peu plus, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment une particularité française, cette condamnation de l'erreur, Bah, pour moi, c'est la particularité de d'échec tout système judéo-chrétien Oui. et sans jugement du tout, hein. C'est-à-dire que en France, on a deux particularités. La première, c'est qu'on est 2 fois, je crois, champion du monde du pessimisme. C'est-à-dire qu'en France, Râleur et pessimiste, voilà, on est bon, hein. on est très très bon, on va tous crever. Bon, on a quand même réussi à passer la Covid, c'est pas grave, on va crever à cause du conflit ukrainien-russe. Donc voilà, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, mon Dieu, quelle horreur. Quand tu demandais aux enfants, Mm. et on leur dit ça va, bah ouais, ça va. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et le deuxième, effectivement, c'est qu'on est le peuple le plus râleur de la Mm. planète aussi. Donc, on est dans un pays où on va tous crever et de toute façon, quoi que tu proposes, c'est nul, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est très français. Ouais. Vous voyez. Donc, du coup, c'est normal c'est paradoxal parce que quand on est dans un pays où on est pessimiste et on râle, ben, l'échec n'est pas perçu comme quelque chose de constructif. Quand tu Mm. échoues, c'est de toute façon, je t'avais bien dit que tu échouerais. C'est pas qu'est-ce que tu as appris. Et je pense que plus on dit aux gens, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être perfectionniste. Et là, je rejoins pas mal les mots d'ordre en analyse transactionnelle, hein, soit fort, soit parfait, etc. Nous, on est vraiment dans le soit parfait en France. Et du coup, bah, comme la perfection n'existe pas, c'est normal qu'on ait un rapport à l'échec, à l'erreur qui soit hyper négatif. Et quand je me balade en Espagne, quand là j'étais avec Saigon et j'étais avec Bangkok et le Vietnam la semaine dernière, ils ne sont pas dans cette culture, ils sont plutôt dans une culture anglo-saxonne. Ouais. On agit, c'est la culture anglo-saxonne. Alors, peut-être je vais dire une bêtise, mais c'est on agit, on voit, ça marche, c'est super, ça marche pas, je fais autrement. C'est un peu ça. C'est ça. Je ne sais plus quel auteur, un psychologue disait qu'en fait, il disait qu'il y avait 2 formes d'intelligence. Il y a une première forme d'intelligence qui est la performance. Je suis performant, je suis compétent. Euh, et donc là, on n'aime pas l'échec, hein, bien évidemment. Et puis, il y a une deuxième performance qui est l'apprentissage. Ton intelligence, pardon, elle est basée sur tu es quelqu'un d'intelligent parce que tu apprends, tu évolues, tu grandis. Et donc, tu échoues Oui. sur ton chemin. Et moi, souvent, quand on vient me voir en me disant on veut que vous nous apportiez la solution, et que moi, je leur réponds moi, je n'ai pas la solution. La solution, elle est en vous. Je peux peut-être vous aider à la trouver, mais n'attendez pas de moi que je vous propose une quelconque solution. Je peux vous dire comment font les autres si vous le souhaitez. Souvent, et après, je leur dis bah, on fait un petit pré-mortem. Et
Et je leur dis, parce que souvent les grands groupes, hein, moi, BNP, Société Générale, etc., me disent, mais comment on sait que ça va marcher, votre truc? Je dis, bah, je ne sais pas, puisque ça n'existe pas. Donc, je ne peux pas vous dire que ça va marcher. Donc, ils nous demandent les ROI, les retours sur investissement, tous ces trucs-là. Et je leur dis, vous savez, si vous êtes encore dans cette forme d'intelligence qui est absolument vouloir la performance, vous n'y arriverez pas. Il faut que vous adoptiez une nouvelle forme d'intelligence qu'est l'apprentissage. Il faut que vous vous autorisiez les échecs parce que c'est pas grave d'échouer. Souvent, les dirigeants de grands groupes, et ça, c'est un message qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ont fait de la réussite. Oui, la réussite, vous en avez si j'ai déjà de l'expérience et que je peux vous dire ça a marché là, donc du coup, je sais que ça peut marcher. Mais là, on va tenter des trucs qui n'existent pas. Et pour une fois, on n'a pas les Américains qui vont nous dire comment faire. Mhm. Mhm. Bien, merci. Ben alors, écoute, maintenant, je vais peut-être vous laisser la parole. Si vous avez des questions à poser, on est dans le timing, donc c'est parfait. Ou pas. Moi, j'ai une première réaction quand même, juste sur la fin. Parce qu'on dit beaucoup que, enfin, je sais pas, ça m'interpelle juste. Hein. Ouais. On dit beaucoup que les Américains acceptent l'erreur, sont très Forme d'intelligence, c'est-à-dire que les Américains, c'est très paradoxal parce que d'un côté, ils sont sur une logique de performance et la logique de performance, c'est pas la logique de perfectionnisme d'une certaine manière. Et en fait, les Américains, c'est just do it. Il n'y a que le résultat qui compte. Oui. Voilà. Nous, et là, on est dans du coup l'acceptation de l'échec. Parce que je rebondis dessus. Ouais. Nous, en France, contrairement aux Américains, les Américains ils sont vachement process. Oui. C'est pour ça que je vais contredire ce que je viens de dire. Alors que nous, on est aussi résultat. C'est-à-dire que en France, vous prenez un salarié qui a un prêt avec un client. Ce que peut proposer l'entreprise ne permet pas de répondre au problème du client, la règle qui est en vigueur. Et le français n'hésitera pas à transgresser cette règle pour satisfaire le besoin du client. Aux États-Unis, c'est rare qu'ils transgressent les process, parce que pour eux, dans leur esprit, le process il est forcément le meilleur. Donc, tout ça est très, très paradoxal. Il y a plein d'injonctions paradoxales, en fait. Oui. Merci. Alors bon, vous ne me voyez plus hein, maintenant, mais tout va bien, je suis là. Hein. Non, mais il y a même kangourou que Anne-Laure. C'est ça. Bien. Anne-Laure, Patrick, Julien, Cécilia, est-ce que vous avez des questions? Envie comme Claire, de rebondir en bon kangourou que nous sommes. Moi, je voulais dire une chose. Bon, moi, je connais bien l'échec. C'est un jugement, en fait. Mais je connais bien la démarche parce que je suis ingénieur au départ et qu'en fait, l'innovation elle-même, elle est construite là-dessus. Et bien souvent, indépendamment des biais cognitifs qu'on peut avoir, c'est quand on lance un projet d'innovation, en fait, dans l'esprit de l'innovateur, c'est jamais je gagne, je réussis. C'est je fais des choses pour arriver à un résultat. Et je fais des choses pour arriver à un résultat. Ça veut dire plein d'étapes intermédiaires qui vont s'appeler échec ou pas échec, parce qu'en fait, un échec, on peut aussi en faire plein de belles choses. Mais en tout cas, avancer dans une démarche. C'est un peu comme la quête du bonheur. Est-ce que c'est d'arriver en haut de la montagne ou c'est de parcourir le chemin? Et en fait, c'est ça le plus important, le plus important du travail à faire. Donc ça, c'est une expérience personnelle que je partage. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que alors, culturellement, oui, bien évidemment, c'est très important. Moi, j'ai passé ma vie à travailler avec des gens du monde entier. La perception, en fait, alors, soit de la réussite ou de l'échec n'est pas du tout la même suivant les cultures. Ça, c'est une réalité. Après, même en France, effectivement, c'est très marqué parce que
historiquement, quelqu'un qui loupait son entreprise, il était blacklisté par les banques, par les investisseurs, par le marché, par sa famille, par tout le monde. C'est en train de changer depuis longtemps. Depuis une dizaine d'années, je dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris que, en fait, se casser la figure, c'est une chose, mais tout le monde se casse la figure à un moment dans sa vie, que ça soit personnel ou professionnel. Et en final, l'important, c'est de se réaliser. Et la réalisation de l'individu, au-delà de l'argent, au-delà de la réussite économique, sociale et compagnie, finalement, c'est d'être aligné avec soi-même, quoi. Et ça, c'est la belle démarche, en fait, qui me plaît bien dans le fait du rebondissement, si on pourrait appeler comme ça en tant que tel, quoi. Voilà, c'était la seule chose que je voulais partager. Merci, Patrick. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait s'exprimer? D'accord. Donc, il se peut de toute façon qu'on ait des questions par la suite, parce que comme je vais transmettre l'enregistrement, donc je te les ferai remonter, Francis, si nécessaire. Est-ce que tu pourrais aussi me transmettre les liens vers les titres de tes livres aussi, pour que je puisse le transmettre auprès des rebondisseurs? Ouais, par mail Par mail, oui, à ce moment-là. Parfait. ou Comme même ça, maintenant, parce qu'en fait, si vous voulez, là, je peux le faire en 2 secondes. Hein. oui, eh ben vas-y alors. Oui. Tac, parce que j'essaie quand même de travailler sur mon site internet, de faire un truc à peu près correct. Alors là, c'est le lien où vous avez les 2 livres qui sont que j'ai Génial. écrits. Puis vous avez des vidéos, des machins, des trucs. Eh ben, c'est parfait, voilà, je copie pour le mettre aussi, pour le partager. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, Juste une dernière. Oui, Juste oui, une vas-y, dernière Claire. question. Alors, là, on a parlé de plein d'approches, etc. Aujourd'hui, là, par rapport au contexte, alors, il y a les histoires d'approvisionnement, il y a la guerre en Ukraine, il y a la sortie du Covid, il y a plein d'incertitudes qui pèsent autour des chefs d'entreprise. Il y a des craintes qui sont plus marquées, une audace qui se libère en se disant, de toute façon, vu ce qu'on traverse, allons-y. C'est quoi l'état d'esprit que vous notez chez les chefs d'entreprise en ce moment? Il y en a. Qu'est-ce qui les caractérise On le est quand même plus? dans une tendance à vouloir rebondir. Je pense ils ont appris à rebondir. Mais ils pensent que ça ne va pas durer. Et ils aspirent à un retour en arrière, comme avant. Et moi, voilà. Et donc, du coup, ils disent, bon, c'est bon. Mais là, la plupart des gens enfin, la plupart des dirigeants que je croise sont à genoux, fatigués. Et aujourd'hui, il y a eu 3 vagues. Il y a ceux qui se sont écroulés la première année, stressés, machin, etc. Il y a une deuxième vague la deuxième année. Et là, c'était plus parce qu'ils avaient tenu un peu sur les nerfs pendant 1 an pour survivre, etc. Et là, moi, je trouve qu'il y a une troisième vague. Hein, c'est ceux qui ont tenu les 2 années et qui sont fatigués. Moi, j'ai beaucoup de dirigeants qui me disent je suis en train de perdre mes équipes, non pas parce qu'ils sont désengagés ou quoi que ce soit, mais ils sont fatigués, ils sont épuisés psychologiquement. Et donc, on vient me voir en me disant qu'est-ce que tu peux me faire? Je dis moi, rien, c'est pas mon truc, quoi, mais il va falloir qu'ils apprennent à se réénergiser. Et moi, je sens beaucoup ça. Après, ce que je note en ce moment, c'est une tendance assez forte à vouloir retrouver l'état perdu, donc avant Covid. Et moi, je leur présente souvent le VUCA en leur disant vous ne le retrouverez pas. VUCA, je ne connais pas. Le VUCA. Le VUCA, c'est un concept. Il y a un article qui est sur le site qui pourrait peut-être vous éclairer. Le VUCA, c'est un acronyme proposé par l'armée américaine en 1998 qui dit que le monde il est devenu véloce, donc il change, enfin volatile, il change beaucoup. Et le seul truc qui ne change pas, c'est le changement, mais la particularité, c'est que les changements s'accélèrent. Ça, c'est le V. Le U, c'est l'anglais, c'est l'incertitude. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 mois. Après, il y a la complexité. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des interactions qui sont trop complexes à appréhender pour trouver une solution. Et après, il y a le A, c'est l'ambiguïté.
D'accord. Il y a des paradoxes. Je prends la crise Covid. La volatilité, le virus se propage très, très vite. On prend l'incertitude, on ne sait pas quand on va sortir de cette crise, hein, parce que nous, on le regarde avec nous, on voit notre petit regard franco-français, mais moi, il est thaïlandais, et en Chine, c'est une cata. La complexité, je vous rappelle quand même qu'il y a un éminent scientifique qui nous a dit qu'il n'y aura jamais de deuxième vague. Donc, bon, ça prouve que voilà, ils n'étaient pas tous d'accord. Hein. Il y en a qui ont fait l'immunité collective. Je vous rappelle la Grande-Bretagne dans un premier temps, dit on s'en fout, de toute façon, il faut qu'on y passe. Boum, on revient. Ouais, c'était complexe. Et l'ambiguïté, moi, tout à l'heure, je vais prendre le train pour aller à Aix-en-Provence. Je vais mettre le masque, sauf si j'ai mon petit paquet de Mikado, où là, je peux gratter une petite heure en mangeant, où là, je ne suis plus obligé de mettre le masque. Mais le virus ne se propage pas quand je mange des Mikado. Donc, c'est paradoxal. Et il suffit juste de confronter les modèles managériaux au VUCA pour se rendre à l'évidence qu'il n'y en a aucun qui a été conçu dans ce monde-là. La qualité totale, le zéro défaut, tous ces trucs-là ne collent pas avec du VUCA. Et la manière dont moi je procède, et je vais encore le faire demain, c'est de dire, voilà, le monde, il est comme ça aujourd'hui. On a un acronyme qui le résume pas mal. Apparemment, c'est assez clair, tout le monde l'admet. Cet acronyme va chambouler un peu tout ce petit monde-là, parce que quand ça change tout le temps, ça malmène les habitudes et le confort. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, ça crée de la peur. Et quand c'est trop complexe, eh bien, en fait, ça crée du doute. Et quand c'est ambigu, ça crée de l'incompréhension. Donc, naturellement, on n'est pas fait pour évoluer dans un environnement VUCA. Et après, en deuxième plan, on va travailler sur en quoi est une opportunité. Qu'est-ce que ça vous invite à changer? La vélocité, il faut être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif. Boum. Quand on est sur l'incertitude, il faut que vous appreniez à lâcher prise, à prendre de la distance et être un peu plus proactif. On ne va pas attendre que ça se termine avant de commencer à bouger. Quand on est dans la complexité, l'idée, c'est de dire arrêtez de croire qu'il n'y a que le dirigeant qui sait tout, c'est plutôt mobiliser l'intelligence collective. Qu'est-ce que vous mettez en place? Parce que je pense qu'à plusieurs, on a des meilleures idées. Et puis, quand on est sur l'ambiguïté, l'idée, c'est arrêter de vouloir la maîtrise parfaite et mettez-vous en test and learn. Devenez une organisation apprenante. Voilà. Et donc, du coup, il faut renégocier un contrat collaboratif pour être à l'aise avec cet environnement-là. Je pars du dehors, j'explique en quoi il malmène le dedans et en quoi ça peut être une source d'apprentissage pour l'entreprise et donc une opportunité de changement. C'est un peu le fil que je déroule. D'accord. Pour leur redonner un peu la patate, parce que là, ils sont quand même dans l'ensemble un peu fatigués. On est tous fatigués, moi aussi, je suis fatigué. On n'a pas pris... Je pense que c'est un ressenti, mais assez fort de beaucoup. Et du coup, surtout quand on a été indépendant, je pense, parce que moi, je le vois avec mes potes, quand on a été indépendant, on a quand même traversé deux, trois petites crises, là. On ne pouvait pas se permettre de partir en vacances. Ouais, l'idée, c'est comment je tiens bon, c'est force et courage. Et moi, je sais que ça fait 2-3 ans, depuis 2020, que je n'ai pas pris de vacances. Voilà, il y avait toujours un truc qui déconnait. Et donc, il faut faire une chaîne YouTube, là, il faut faire un podcast, machin, etc. Donc, et c'est pour ça qu'on est fatigué, parce qu'on a tenu bon. Espérons que l'année 2022, les gens vont pouvoir un peu se ressourcer, parce que je ne sais pas ce que ça donnera en 2023. Sur cette note optimiste, mais que je pense qu'on partage tous. Non, il faut être réaliste. Je suis tout à fait en phase et je pense je pense qu'on a tous à peu près vécu la même chose de ce côté-là, en tout cas. Ça dépend. Il y en a qui étaient overbookés, il y en a qui étaient à terre. Ça dépend. En fait, c'est assez injuste. Oui, mais malgré tout, ça... Oui, parce que moi, dans la banque et la science, ça a bien matché. Par contre, je croise au mois de septembre 2020, je m'en souviendrai toute ma vie. J'intervenais sur le plaisir au travail. Donc, j'avais en face de moi des gérants d'agences de tourisme. Donc, c'était pas au top. J'avais un mec qui avait un patron qui avait une discothèque et qui me dit, bon, là, c'est chaud, là. Je suis pas bien, mais c'est pas grave. De toute façon, j'investis dans les restaurants. Donc, ça fait double effet, qui est cool.
voilà, ça a été perçu comme étant pas juste, parce que en fonction de son secteur d'activité, on était plus ou moins impacté. Ah, mais c'est clair. Mm. Plus ou moins Maintenant, impacté, plus ou moins aidé, plus ou moins. Et puis avec ça. des durées des perspectives de sortie ou de pouvoir réinventer quelque chose sans vouloir forcément revenir au monde d'avant, qui était avec des échéances très très variables selon ce qu'on fait. Hein. Exactement. Oui. Mais bon, c'est plutôt cool. Mais je pense qu'on vit une période assez fascinante. Je ne sais pas comment on en ressortira, mais Quand on est à l'aise et qu'on aime bien le changement et la nouveauté, c'est une période intéressante. Mm. Si on veut la sécurité, si on veut du confort, c'est une période qui m'amène. Ça va dépendre un peu des personnalités, je pense. Oui, merci beaucoup, Francis. Je suis désolé, j'avais bloqué les micros jusqu'à présent. J'étais dans un environnement de bruit, mais j'ai beaucoup apprécié les échanges Merci. et le contenu de ce que vous proposez. Je crois qu'il y a une dimension, en fait, dans le ressenti des chefs d'entreprise qui sont par essence dans la résilience. Par essence, un chef d'entreprise, un entrepreneur est un rebondisseur, un gars résilient. Il y a une dimension très spéciale dans l'époque que nous vivons, qui est que nous sommes à la fois dans un méga changement de cycle. On change de mode d'énergie, on change de mode de communication, on change de mode de technologie, on change de mode de transport. Donc ça, c'est les grands éléments en fait du méga changement de cycle dans lequel on est inscrit. Et puis l'autre dimension, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces crises particulières, politiques, mondiales et de pandémie qui ont un facteur en fait de rendre plus aigus les éléments de cette crise. Effectivement, je crois que nous tous, chefs d'entreprise, ce que l'on aspire tous, ce que vous dites aussi, Francis, hein, en disant, moi, je cherche aussi, j'aimerais bien retrouver un moment de vacances simplement, effectivement, pour pouvoir recharger mes énergies physiologiques et mentales. Il y a cette dimension on a aussi besoin de retrouver de la lisibilité. On a besoin de sortir de la position de guerre de tranchée dans laquelle le changement de cycle plus les crises nous ont placés. Maintenant, on a envie de se remettre en prospective et de se mettre à nouveau à avancer et d'avoir la lisibilité de ce que l'on peut à nouveau avancer. Je crois que c'est ça aussi qui marque beaucoup les choses. Et dans notre résilience, eh bien, effectivement, on sort d'une position pour avancer. Et là, effectivement, il y a un nouvel élément qui nous mord les mollets. Donc, effectivement, c'est ça qui est l'incertitude. Voilà, c'est vrai que c'est un élément très fort. Maintenant, force et courage. On a toujours, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a toujours l'envie et le besoin de continuer à aller de l'avant. Sinon, on ne serait pas entrepreneur. Donc c'est important. C'est ça. Okay. En tout cas, un grand merci merci à vous. Voilà. Ce n'était que mon point de vue. Hein. Je ne suis pas non plus un spécialiste sur ce sujet-là. Donc, le partage de point de vue est fort, est toujours important, effectivement, et c'est aussi une certaine preuve de courage de vouloir donner son point de vue à certains stades. Ouais. Merci, merci à vous, plein de belles choses. Merci infiniment. Merci Francis. Bon voyage vers Aix. Oui, merci. 2 paquets de Mikado. Voilà, c'est ça. Je vous ai donné mon astuce. Merci à tous pour votre présence. Et puis voilà, donc rendez-vous pour la prochaine visio le 31 mai. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.